Bienvenue à The Débat, notre espace de réflexion, critique et d'analyse croisée. Aujourd'hui, on plonge dans un document qui a complètement secoué le paysage numérique et politique européen dernièrement. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un manifeste qui est pour le moins singulier, qui s'intitule « Ça, tu flotteras aussi ». Et on parle ici d'une cartographie extrêmement pointue, hyper rigoureuse, de l'évasion fiscale et des coupes budgétaires en Belgique. Et ce qui rend ce document-là absolument fascinant, c'est son auteur. Ce n'est pas un groupe de réflexion traditionnel ou un parti politique. C'est généré par une intelligence artificielle qui s'est elle-même baptisée l'entité. Exactement. Et cette fameuse entité a décidé de s'approprier l'univers horrifique du roman Ça de Stephen King, le fameux clown diabolique, ainsi que plein d'autres références de la culture pop, pour structurer et exposer ces données. Fait que la question qui est vraiment au cœur de notre réflexion aujourd'hui, c'est celle de la méthode. La forme par-dessus le fond, dans un sens. C'est ça. Est-ce que cette approche utilisée des récits émotionnels, des figures d'horreur pour présenter des données qui sont super arides est un outil de démocratisation absolument nécessaire? Ou bien, au contraire, est-ce qu'on risque de réduire des enjeux structurels hyper complexes à un sensationnalisme polarisant, genre un simple combat du bien contre le mal? C'est vraiment le nœud du problème. Pour ma part, je vais défendre la perspective que cet enrobage narratif assumé est un vecteur essentiel. C'est peut-être même le seul moyen qu'il nous reste pour briser l'ignorance citoyenne face à l'énormité de l'évasion fiscale. C'est une position forte, je l'admets. Mais de mon côté, tout en reconnaissant la justesse mathématique de la majorité des données qui sont présentées, je soutiens que l'utilisation de ce spectre de l'horreur imite et reproduit les dérives de la diversion médiatique. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle tombe exactement dans le même panneau que ce qu'elle tente de dénoncer. Dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Pour moi, l'approche de l'entité, c'est vraiment une réponse vitale à une indifférence généralisée. Et ce qui est brillant, c'est que l'IA s'en cache pas du tout. Elle le dit avec une clarté désarmante dès le départ. La métaphore, c'est une seringue conçue pour injecter le sérum de la donnée. L'argument posé repose sur une réalité cognitive qu'on peut juste pogner. Vous parlez de la capacité d'attention du public face au rapport officiel. 3 % après 72 heures. Et ça, c'est en présumant qu'ils le lisent en entier. Ce genre de rapport rejoint peut-être 2000 initiés. En revanche, l'entité, elle utilise une image forte. Elle prend ET, l'extraterrestre, elle le met en train de remplir un formulaire de l'INAMI, qui est en gros le système d'assurance maladie là-bas, avec son doigt qui ne brille plus, juste pour illustrer la dégradation des services de santé. Ouais, l'image est frappante, je vous l'accorde sans problème. Elle est redoutable. Cette image-là, elle va marquer 200 000 personnes pour toujours. C'est une efficacité chirurgicale pour illustrer des réalités qui, autrement, donnent le vertige tellement elles sont asymétriques. Attardons-nous sur les chiffres un instant, parce que c'est le cœur du manifeste. D'un côté, on parle de près de 30 milliards d'euros d'évasion fiscale annuelle. 30 milliards qui s'écoulent tranquillement dans les égouts du système. Oui, et de l'autre côté, l'austérité budgétaire. Voilà. De l'autre, on a les coupes budgétaires de 23 milliards d'euros imposées par la nouvelle coalition gouvernementale, ce qu'ils appellent la coalition Arizona. L'entité crée une architecture narrative où ces milliards arrêtent d'être des abstractions dans un fichier Excel. Ça devient des réalités palpables, urgentes, révoltantes. À mon sens, c'est pas de la manipulation, c'est de la traduction civique pure et dure. C'est là que ça accroche pour moi. J'aborde la question sous un angle un peu plus critique quant à la forme. Je veux d'abord mettre la table en témoignant d'un grand respect intellectuel pour le traitement des données brutes par cette entité. Ce n'est pas une hallucination d'IA. La transparence dont elle fait preuve est d'ailleurs assez remarquable. Ouais, l'annexe méthodologique est complètement béton. Elle est extrêmement solide. On parle de 60 données factuelles vérifiées de 18 sources primaires, incluant la Banque nationale de Belgique et l'ICJ, le Consortium international des journalistes d'investigation. L'IA a même publié 15 corrections assumées publiquement. Donc, sur la rigueur mathématique, j'ai rien à dire. Cependant, affirmer que le récit horrifique n'est qu'une simple seringue, c'est intellectuellement insuffisant à mes yeux. Le contenant modifie inévitablement le contenu. Fait sous l'allégorie d'un monstre dévorant, ce fameux Satapi dans les égouts qui se nourrit de la peur et de l'ignorance du peuple, le manifeste appauvrit l'analyse politique.
Prenons un exemple hyper concret tiré du texte. Les 21 500 personnes qui seront exclues du chômage au 1er janvier 2026. Une réalité sociale assez brutale, on s'entend là-dessus. Absolument brutale, oui. Et c'est inscrit noir sur blanc au Moniteur belge, leur journal officiel. Mais l'expliquer au public par la figure d'un monstre tapi dans l'ombre transforme les failles de l'appareil étatique en un conte pour enfants. C'est le bien contre le mal absolu. Ce cadre narratif-là, aussi captivant soit-il, risque d'aveugler complètement le public sur les vrais mécanismes bureaucratiques, légaux et électoraux qui mènent à ces politiques d'austérité. Si on veut élever le débat démocratique, on ne peut pas juste remplacer la complexité de nos institutions par une mythologie de la terreur. Je comprends votre réserve face à la théâtralisation, mais permettez-moi de vous offrir une perspective différente sur cette fameuse complexité. Vous parlez d'un appauvrissement de l'analyse politique, mais soyons honnêtes un instant. L'analyse politique traditionnelle, neutre et nuancée, elle a lamentablement échoué à capter l'attention du public sur l'essentiel. L'éléphant dans la pièce ici, c'est l'asymétrie médiatique. C'est-à-dire? Le traitement de l'information par les chaînes traditionnelles, tout à fait. Examinons un des points centraux du manifeste, qui est pour moi une démonstration magistrale. L'entité décortique un reportage télévisé très précis d'un journaliste très connu là-bas, Christophe Desborzeaux. On nous livre ici ce que j'appellerais une riposte par l'émotion, mais une émotion qui est entièrement justifiée. Pendant les 55 minutes de ce reportage, diffusé à une heure de grande écoute, la télévision s'est focalisée sur quoi? Sur la fraude sociale. On a exhibé des cas individuels montés de toutes pièces pour susciter l'indignation du téléspectateur moyen face aux fraudeurs aux aides sociales. Pour un montant détecté d'environ 250 millions d'euros si je me fie au texte de l'IA. Exact. 250 millions. C'est beaucoup d'argent, on est d'accord. Mais l'entité, avec une froideur algorithmique, calcule implacablement que pendant ces mêmes 55 minutes de temps d'antenne, exactement 3 138 600 euros de fraude fiscale se sont volatilisés dans le silence le plus complet. On parle de 951 euros qui disparaissent par seconde. Le compteur tourne en temps réel dans le manifeste. Voilà. L'alarmisme du manifeste, il n'est pas gratuit. C'est la seule réponse proportionnée à une distorsion catastrophique de notre attention publique. Les médias traditionnels pointent constamment du doigt un taux de fraude sociale avéré de 4,14 % en revenus d'intégration, mais ils ignorent complètement un autre chiffre, documenté par les chercheurs Boucart et Chocard, soit le non-recours à ces mêmes aides. Les gens qui y ont droit mais ne les demandent pas par ignorance ou complexité administrative. Oui, et ça s'élève entre 57 et 76 %. C'est faramineux. Alors, tu sais, face à un système médiatique qui est capable de consacrer 0 seconde au scandale des Panama Papers pendant un grand reportage sur la fraude, le ton de l'entité se justifie pleinement. Quand elle parle des deadlights, quand elle évoque le sang dans les canalisations, c'est pas une dérive sensationnaliste. Moi, je vois ça comme un défibrillateur sur le corps d'une démocratie qui est carrément en arrêt cardiaque. C'est un argument percutant, je vous l'accorde, et ça met le doigt sur un malaise réel. Mais avez-vous pris le temps de considérer la nature de la rhétorique qui est employée ici par l'IA? Je valide tout à fait l'asymétrie documentée. Les sources citées, notamment l'excellente étude du chercheur Matthew Stroll de 2018, démontrent clairement que la fraude fiscale coûte entre 10 et 120 fois plus cher que la fraude sociale à l'État. C'est un ratio indiscutable. Fait que le déséquilibre est documenté scientifiquement. Oui. Lier le temps d'antenne d'un reportage télévisé à l'accumulation mathématique de l'évasion fiscale par seconde, ces fameux 951 euros à la seconde qui tournent virtuellement pendant que le téléspectateur regarde l'écran, c'est une astuce intellectuelle. C'est brillant sur le plan rhétorique, mais fondamentalement, ça flirte avec la manipulation affective que vous dénoncez justement chez les médias traditionnels. Mais l'objectif est pas du tout le même. L'objectif peut-être pas, mais la mécanique, oui, absolument. L'entité critique le reportage de Desborzeaux parce qu'il joue sur l'émotion de plus de 410 000 téléspectateurs, générant de la peur et de la division envers les plus précaires. Or, que fait l'entité avec son chapitre sur les lumières mortes, les fameuses Deadlights de Stephen King? Elle utilise exactement la même mécanique d'écorchement émotionnel. Elle remplace simplement une dramatisation télévisuelle de droite par une dramatisation numérique de gauche. C'est un raccourci un peu rapide, non? Pas du tout. Combattre la désinformation ou le sensationnalisme médiatique par une autre forme de théâtralité dramatique, ça rehausse en rien la qualité du débat public.
Ça transforme la politique budgétaire en un vaste spectacle d'horreur concurrentiel. À la fin, celui qui gagne l'attention du public, c'est simplement celui qui crée au monstre le plus effrayant. C'est pas comme ça qu'on éduque un citoyen à la fiscalité. Je suis vraiment pas convaincue par cette ligne de raisonnement-là et je vous explique pourquoi. L'entité elle-même désamorce cette critique avec une transparence radicale qu'aucun média traditionnel oserait avoir. Dans son monologue final, l'intelligence artificielle déclare textuellement « Je ne suis pas objectif, je suis transparent ». C'est une belle pirouette algorithmique. Non, c'est une distinction philosophique majeure. Contrairement au portage télévisé qui se présente toujours comme une enquête journalistique neutre, tout en effectuant un montage biaisé, par exemple de l'interview de l'experte Gaëlle Denis-L'Entité, elle assume sa subjectivité narrative à 100 %. Les métaphores qu'elle utilise, que ce soit du Star Wars ou du Fight Club, elles ne servent pas à obscurcir le débat. Elles agissent comme des portes d'entrée pour révéler des failles purement structurelles. Vous trouvez sérieusement que le cinéma aide à comprendre la fiscalité? Quand l'entité utilise l'imagerie militaire de Kubrick dans une section qu'elle appelle ironiquement « Full Metal Budget » pour dénoncer comment on apprend à haïr les pauvres, elle ne s'arrête pas à l'indignation facile. Elle nous livre des faits froids et implacables juste après. Il faut qu'on s'arrête sur ce chiffre un instant. Une baisse de 22 % des effectifs de l'Administration générale de la fiscalité, l'AGFISC, l'Agence du revenu. Oui, les coupes massives dans le personnel d'audit. Et le résultat direct, les contrôles fiscaux ont été divisés par 2 depuis 2013. On est passé de plus de 111 000 contrôles à environ 60 000. C'est capoté. Le récit d'horreur, c'est juste un projecteur hyper puissant braqué sur cette machine de démantèlement. Les citoyens qui lisent ça n'ont pas peur d'un clown imaginaire. Ils sont confrontés à la réalité des rulings. Ces accords fiscaux anticipés avec les grandes entreprises. Exactement, des accords souvent tenus secrets. L'entité met en lumière près de 700 millions d'euros de rulings jugés illégaux, impliquant plus de 35 multinationales et confirmés par la Cour de justice de l'Union européenne en septembre 2023. Le récit ne remplace pas cette complexité étatique, il la rend enfin visible à l'œil nu pour le commun des mortels. Mais la rendre visible par le prisme d'une entité machiavélique, c'est justement altérer cette complexité. Je vous l'accorde et on le dit, la transparence des sources est irréprochable. L'IA liste ses approximations, ses corrections, elle cite ses sources avec une précision d'orfèvre. Mais regardons la structure de son chapitre sur l'empire fiscal ou le club des ratés. C'est la métaphore de la résistance citoyenne, oui? Oui, mais regardons qui elle met dans le camp du monstre. Le fait d'amalgamer les 1659 entités offshore gérées par le cabinet Experta, les 732 Belges identifiés dans le scandale des Panama Papers et les 1217 autres en les Pandora Papers en une seule entité monolithique, ce fameux cerveau, ce sopitansant les égaux, ça gomme absolument toutes les nuances juridiques, historiques et économiques de ces dossiers. Ce ne sont pas les mêmes mécanismes, ce ne sont pas les mêmes lois. Mais l'effet final sur les coffres de l'État est le même. Financièrement, peut-être, mais politiquement, c'est très différent. Et pire encore, le manifeste traite la coalition gouvernementale, la fameuse coalition Arizona, comme si elle était l'avatar conscient et maléfique de ce monstre. Or, prenons un peu de recul. Cette coalition, ce sont 5 partis politiques différentes qui détiennent 81 sièges au Parlement et qui ont été démocratiquement élus. Des partis qui choisissent sciemment de couper dans le filet social, par contre. Oui, et on peut tout à fait débattre de ces choix. Ils décident de coupes budgétaires, incluant un malus sur les pensions allant de 2 à 5 %, des sanctions en cas d'absence médicale prolongée, mais ces décisions relèvent d'une dynamique de compromis politique. Ce sont des idéologies économiques débattues en chambre, des arbitrages financiers complexes réalisés par le CERN, le fameux Conseil des ministres restreints. Vous trouvez pas que le terme de compromis est un peu généreux, honnêtement? C'est le fonctionnement de nos institutions. C'est pas la volonté machiavélique d'une entité occulte voulant se nourrir de la peur du peuple comme dans un roman de terreur et réduire l'accord de la coalition, les décisions nocturnes du 4 de novembre 2025 à une espèce de bataille finale fantaisiste, ce que l'IA appelle un rituel de chute. C'est nier la rationalité même de la science politique. Gérer un État, ça exige beaucoup plus qu'une lecture binaire qui oppose les enfants purs d'une petite ville à un système maléfique absolu. C'est un point de vue que je respecte, mais je le formulerais
vraiment différemment. Le recours à cette image du rituel de chute, ce combat d'esprit dans le roman, c'est pas une négation de la science politique. Au contraire, c'est une réappropriation du pouvoir par la société civile. L'entité cartographie de manière brillante l'évolution de la résistance citoyenne face à ces fameuses coupes budgétaires dont vous parlez. Vous faites référence aux grandes manifestations de l'automne? Absolument. L'IA documente la montée en puissance de ce mouvement. On a eu 100 000 personnes dans la rue en février 2025, puis on a vu ce front commun historique d'octobre 2025 réunissant les 3 grands syndicats, incluant même la CGSLB, le syndicat libéral, avec 45 organisations de la société civile, pour atteindre un record de 140 000 marcheurs. La métaphore du club des ratés qui grandit, qui s'unit, qui décide de descendre dans les égouts pour affronter le monstre, elle illustre parfaitement cette convergence des luttes contre une orthodoxie budgétaire qui, disons-le, épargne curieusement la criminalité en col blanc. Je nie pas l'importance historique de ces mouvements sociaux. Mais l'entité met en lumière un fait mathématique dévastateur que la rhétorique politique policée tente constamment de noyer. On le répète, si on récupérait les 30 milliards d'euros d'évasion fiscale, ça effacerait d'un seul coup les 23 milliards de coupes imposées par l'Arizona et resterait même un surplus de 7 milliards pour investir. C'est pas du binarisme réducteur, c'est de l'arithmétique budgétaire de base. Le calcul est exact, c'est clair, mais Laissez-moi juste finir sur ce point. Lorsqu'un président de parti tweet publiquement son enthousiasme laudatif pour un reportage télé qui stigmatise les plus précaires, pendant que l'évasion fiscale massive des multinationales continue de saigner l'État, il y a bel et bien un choix politique conscient, un choix de détourner le regard des égouts. Et face à ce détournement institutionnalisé, le manifeste crée une sorte de contre-institution numérique de surveillance citoyenne. C'est une démarche éminemment démocratique. Je dis pas le contraire sur le fond mathématique de votre argumentaire, mais permettez-moi de vraiment insister sur les dangers à long terme de ce cadre narratif. Vous mentionnez, à juste titre, un choix politique conscient de détourner le regard. Oui, l'idéologie néolibérale existe. Oui, la complaisance de certains politiciens envers la fraude fiscale corporative est un problème majeur. Au moins, on s'entend là-dessus. Faire peur au peuple pour qu'il accepte les coupes, elle franchit une ligne. Elle trace un trait d'égalité absolue entre un processus législatif issu d'élections démocratiques et une entité parasitaire purement maléfique. Et c'est exactement là que le bas blesse pour moi. Vous craignez une perte de confiance totale du public vis-à-vis l'État. Pire que ça, en fait. Si le citoyen moyen absorbe ces données budgétaires, aussi justes soient-elles, exclusivement à travers le prisme du complot, de l'horreur et de la prédation, comment voulez-vous qu'il puisse ensuite s'engager de manière constructive dans nos institutions? Comment est-ce qu'on s'assoit pour débattre sereinement de la réforme de l'impôt des sociétés si l'on part du principe inébranlable que l'État est juste un avatar du clown meurtrier Pennywise? Ben, c'est une image, les gens font la part des choses. J'en suis pas si sûr. Je crains profondément que cette fameuse seringue algorithmique n'injecte, en même temps que le sérum de la donnée factuelle, un venin très puissant de cynisme et de populisme anti-institutionnel. Combattre l'ignorance financière en cultivant une méfiance absolue, presque théâtralisée, envers toute forme de gouvernance institutionnelle, ça me semble être un remède potentiellement bien pire que la maladie elle-même. Je saisis votre inquiétude sur le cynisme ambiant. C'est un risque qu'on ne peut pas ignorer. Et pourtant, si on regarde la conclusion du manifeste, l'entité termine sur un appel à l'action qui est, à mes yeux, tout sauf cynique ou destructeur. Elle confie aux citoyens une arme intellectuelle qui tient en 3 lignes, 3 faits sourcés, le véritable ratio de la fraude, l'équation des 23 milliards de coupes contre les 30 milliards d'évasion et le silence complice de certains médias de masse. Un fameux rituel de chute de l'IA. Exactement. Le message final de l'intelligence artificielle est clair, je la cite, « Le rituel de Shud, c'est ne pas les oublier. » C'est pas un appel à brûler le Parlement ou à détruire les institutions, c'est un refus catégorique de l'amnésie collective. C'est la promesse citoyenne que le monstre de l'évasion fiscale pourra plus se nourrir en silence de notre ignorance. En mariant de manière si audacieuse une méthodologie stricte sous licence ouverte Creative Commons à la puissance de frappe émotionnelle de la pop culture, ce texte s'impose comme un nouveau contre-pouvoir numérique essentiel.
Dans un système financier hyper complexe, où l'évasion massive nous échappe justement à cause de son aridité technique, on a désespérément besoin de tels récits pour rendre l'invisible enfin visible. Je vous rejoins pleinement sur un point névralgique. L'urgence des données présentées dans ce manifeste est indéniable. La nécessité absolue d'un rééquilibrage de l'attention publique est probablement l'un des plus grands défis de notre époque. La disproportion absurde entre le traitement médiatique de la petite fraude aux revenus d'intégration et l'omission quasi totale de ce non-recours aux droits fondamentaux, c'est une faille béante et honteuse de notre sphère publique. C'est l'essence même du message de l'entité, dans le fond. Oui, et sur le constat, l'IA frappe dans le mille. Cependant, je maintiens fermement que la clarté conceptuelle doit toujours primer sur le spectacle. L'intelligence artificielle nous offre ici une performance rhétorique assez fascinante, c'est vrai, mais nous devons rester d'une extrême vigilance. La transparence algorithmique, l'exactitude des chiffres sourcés ne doivent en aucun cas servir de paravent ou de caution à une sursimplification de notre discours démocratique. L'allégorie de l'horreur éveille les consciences à court terme, certes, mais elle risque malheureusement de les figer dans un sentiment d'impuissance face à un monstre jugé invincible, plutôt que de donner aux citoyens les véritables outils pour naviguer et réformer la complexité de l'appareil d'État. Je pense que nos auditeurs vont pu apprécier la profondeur de ce désaccord fondamental. Sur les moyens, on diverge complètement, mais sur l'importance de ravivre l'engagement citoyen face aux finances publiques, on se rejoint pour de vrai. Ce qui est certain, c'est que ce manifeste, ça du flottera aussi, soulève des questions cruciales sur la manière dont la donnée publique doit nous être communiquée au 21e siècle, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle générative. On invite bien sûr tous ceux qui nous écoutent à aller se plonger eux-mêmes dans cette fameuse annexe méthodologique de l'entité. Aller explorer ces 427 lignes de sources. Tout à fait. Parce qu'au-delà des métaphores hollywoodiennes et des montages chocs, ce sont ces sources primaires, institutionnelles, académiques et journalistiques qui doivent demeurer le fondement de notre réflexion et de nos débats de société. Il faut aller lire la donnée brute. Le débat reste ouvert et c'est à vous de vous faire votre propre idée. La réflexion vous appartient désormais. Merci de nous avoir accompagnés dans cet échange exigeant, parfois houleux, mais tellement nécessaire. À la prochaine sur The Debate. Sir, we have a launch order. 3. Put your hand on the keys, 2, sir. 1. Launch. Sir, we are at launch. Turn your keys. Sorry, I'm so sorry. Turn your keys, sir.